L'habitat léger est souvent assimilé à un habitat précaire, pas solide. Donc on doit se battre un petit peu aussi contre ces préjugés qui lient ce type d'habitat avec une forme de marginalité, ce qui n'est pas du tout toujours le cas. Ensuite, un deuxième blocage, ça va être les obstacles au niveau humain, tous les risques de dislocation du collectif qui se font. C'est pas forcément toujours une mauvaise chose, mais voilà, c'est assez difficile de trouver un groupe avec lequel on est bien aligné pour monter un projet ensemble. Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Xavier. Salut JP. Bienvenue sur Oser. Merci. Xavier, est-ce que pour commencer, tu pourrais peut-être te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Ouais, pas de souci. Donc je m'appelle Xavier, j'ai 28 ans, je suis un des membres refondateurs de l'association Hameaux Léger et j'accompagne la création de Hameaux Léger un petit peu partout en France, plus particulièrement en Bretagne où je vis, et je travaille à la conception et à la construction de mon propre hameau léger. Écoute, je te propose du coup que tu nous parles un petit peu de ce que c'est que l'association, tu nous expliques pourquoi tu dis que tu es un membre refondateur aussi de l'association Les Hameaux Légers, et puis on pourra discuter après peut-être un peu de ce type d'habitat un peu plus en détail. Avec plaisir. Donc l'association Hameau Léger, c'est une asso qui est née en 2017 avec pour objectif de permettre à un maximum de personnes d'accéder à la propriété d'un habitat écologique et créateur de liens sociaux. Donc concrètement, le but de l'association, c'est d'aider à créer des lieux de vie qui sont des lieux d'habitat participatif, donc qui vont être conçus et gérés par leurs habitants, avec des habitats écologiques, sans fondation béton et qui vont respecter un maximum les écosystèmes, et des habitats surtout qui sont très accessibles financièrement, grâce à la dissociation de la propriété de l'habitat et de la propriété du sol, et à l'autoconstruction. Donc voilà, pour vraiment rendre ces lieux-là, tous ces éco-hameaux, ces éco-villages, ce genre de projet, accessibles beaucoup plus largement qu'aujourd'hui, où ils sont souvent réservés à une petite élite qui a les moyens. D'accord. Et pourquoi en fait c'est réservé à des gens qui ont les moyens? Parce que c'est vrai que de loin comme ça, quand on connaît pas trop les choses, on peut se dire que vivre dans un éco-village ou bah, c'est forcément quelque chose de pas forcément très cher, très coûteux, en tout cas moins que de s'acheter une maison en dur, mais c'est pas forcément le cas. Mm. Alors en fait, c'est pas tellement plus cher qu'acheter une maison ailleurs. C'est surtout que en fait, être propriétaire aujourd'hui, acheter une maison ou un appartement, c'est quelque chose qui est réservé déjà à une minorité. Enfin une minorité, c'est à peu près la moitié des Français qui sont propriétaires. Et cette moitié est propriétaire souvent assez tard dans sa vie, grâce à l'héritage. Et donc aujourd'hui, les gens qui n'héritent pas d'une somme conséquente, qui représentent quand même quasi la moitié des Français, et qui n'ont pas un emploi qui leur permet d'épargner beaucoup d'argent, ces gens-là n'ont pas la possibilité aujourd'hui dans le système immobilier actuel d'accéder à la propriété, ou alors
au prix d'un emprunt extrêmement important, avec une durée très longue et qui peut provoquer une sensation un petit peu d'étouffement, ou en tout cas voilà, le sentiment d'avoir les pieds et poings liés à la banque. Donc voilà, en fait aujourd'hui c'est pas ces projets particulièrement qui sont inaccessibles financièrement, c'est vraiment le modèle immobilier actuel. Et donc ce qu'on cherche au travers de l'association, c'est à fournir une alternative à la propriété immobilière spéculative, qui est le modèle dominant aujourd'hui et depuis des décennies, et qui est le modèle par lequel, parce qu'on est propriétaire, on peut s'enrichir en louant son bien ou en le revendant plus cher par le seul fait de l'avoir possédé. Ah, c'est vrai, c'est hyper intéressant ce que tu disais par rapport au poids de la dette et le fait de s'endetter sur 15, 20, 25 ans. Parce que quand je discute avec des gens qui finalement ont fait une reconversion, un changement de vie, etc., une grosse partie des freins qui peuvent se présenter, donc notamment freins financiers, c'est le fait de justement d'être bloqué par rapport à un emprunt immobilier sur 20 ans et qui fait qu'ils sont obligés de garder un certain niveau de revenu et du coup contraints, un, de rester dans un type d'emploi, deux, avec un certain niveau de revenu pour payer une dette en fait sur des années. Et du coup, comment est-ce qu'on passe autrement? Comment est-ce qu'on sort en fait de ce système immobilier? Peut-être que tu peux déjà nous expliquer comment ça fonctionne, nous dire pourquoi est-ce qu'il y a une spéculation immobilière, la différence entre le fait de la spéculation sur on va dire le sol et sur la propriété, la maison en elle-même, et voir comment en fait on peut penser à un autre type de modèle. Oui, complètement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la spéculation immobilière, elle s'exerce sur le foncier et non pas sur le bâti. Finalement, la maison ne prend pas de valeur avec le temps. La maison, elle va plutôt en perdre puisqu'il va falloir la rénover, l'entretenir, et donc son coût, sa valeur économique va diminuer au fil du temps. Un peu comme un amortissement d'une voiture, où plus la voiture est vieille et plus elle va coûter cher, et donc moins elle va valoir. Euh, du coup, c'est un peu le même système. Par contre, ce qui prend de la valeur, c'est le foncier, c'est le terrain, c'est le fait que cette maison soit située là où elle est située, le fait que du coup, il y ait le droit d'habiter à cet endroit. Un petit peu comme une place de parking, si on reprenait l'exemple de la voiture. Et en l'occurrence, c'est la place de parking qui prend de la valeur, c'est le terrain. Et donc, pour essayer de trouver une alternative à ce modèle-là, l'idée qu'on a eue avec l'association Homologé, qui n'est pas du tout une idée unique, hein, c'est quelque chose qui a été mis en place dans d'autres endroits, notamment aux États-Unis, en Belgique, c'est de séparer la propriété du foncier, la propriété de la terre, et la propriété de l'habitat, la propriété du bâti. Se dire que on peut avoir un droit d'usage garanti sur une longue durée sur le sol, qui nous permet d'y construire des choses, d'y habiter, d'utiliser cet espace, de jouir de cet espace comme on le veut, euh, sous réserve de le respecter, d'un certain nombre d'obligations environnementales. Et donc, ça nous permet de ne pas avoir à acheter le terrain. Concrètement, comment ça se passe? Dans le cas d'un hameau léger, par exemple, au lieu que les habitants achètent un terrain, qui peut parfois valoir 200, 400 000 euros pour un terrain de 5000 m² constructible, ils vont trouver un propriétaire, souvent c'est une collectivité, mais ça peut être des propriétaires privés, qui va accepter de louer son terrain constructible sur une très longue durée, en général 80 à 100 ans, et pour un loyer qui va être très modique. Par exemple, s'il y a 8 foyers, ça peut être 50 euros par foyer par mois pour louer le terrain, ce qui va faire à peu près 5 000 euros par an pour le propriétaire, et donc sur la durée du bail, il aura 500 000 euros, et à la fin, le terrain lui reviendra. Donc ça permet finalement de fournir une alternative, ce type de bail-là, qui s'appelle un bail amphithéotique et qui existe depuis le Moyen-Âge, une alternative au fait d'acheter le bien immobilier directement. Ce qui permet évidemment de moins s'endetter, donc d'être plus libre, de diminuer globalement le coût du logement, puisque finalement, on peut accéder à la propriété d'un habitat aujourd'hui, construire un petit habitat sobre, mais qui répond totalement aux normes modernes de confort pour à peu près 20 000 euros si on l'autoconstruit soi-même. On va dire 80 000 euros si on le fait faire entièrement par un professionnel. Et, euh, et à côté de ça, louer le terrain. Donc ce qui permet pour nous d'être beaucoup plus libre,
De réduire son coût du logement, bah voilà, c'est ne pas forcément être à la merci d'un emploi qui peut être contraint. Donc voilà, de vraiment choisir son activité professionnelle et de pas le faire nécessairement sur des critères financiers, mais plutôt sur des critères de sens. Et c'est un sujet, moi, qui me parle particulièrement aussi, puisque j'ai pris un gros emprunt pour mes études, pour financer mes études, et je me sentais justement pas libre de choisir mon activité professionnelle. Ah, Xavier, il y a plein de points en fait sur lesquels j'ai envie de revenir dans ce que tu dis, notamment, enfin, Mhm, repréciser peut-être ce que c'est qu'un bail amphithéotique. Tu parlais aussi de terrain constructible par rapport à mm, un terrain non constructible. Peut-être préciser ce que c'est, le fait qu'il y ait des propriétaires qui soient potentiellement des collectivités ou des particuliers, que ça intéresse ou non. Avant de revenir sur mhm. toute cette partie-là qui est un peu le fonctionnement vraiment des hameaux légers, j'avais une question un petit peu plus sur la spéculation foncière dont on parlait en fait un petit peu avant. Savoir, je comprends pas bien forcément en fait le modèle de spéculation foncière sur un pays comme la France en disant que le prix d'un terrain en fait va forcément augmenter à- dans la durée. Je pense que c'est assez clair quand on se situe dans une ville, autour d'une ville, que finalement, voilà, bah, la ville s'étend, ça prend de la valeur parce que, bah oui, bah, c'est les gens ont besoin de se loger parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vit là, etc. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que c'est le cas aussi dans des zones rurales? Est-ce que le terrain prend aussi de la valeur avec le temps dans des zones rurales? Oui, complètement. Vraiment, aujourd'hui, c'est un phénomène qui est national. C'est juste que les points de départ sont pas les mêmes. Aujourd'hui, moi, je vais parler de la Bretagne, par exemple, qui est un exemple que je connais très bien. Il se dit que depuis 2 ans, les prix de l'immobilier ont doublé en Bretagne. Ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, particulièrement dans des zones côtières ou dans des zones bien desservies par le TGV. Et c'est à la fois le fruit de la crise sanitaire où il y a de plus en plus d'urbains qui veulent vivre ailleurs, veulent vivre à la campagne. C'est le début d'une arrivée on va pas les qualifier de réfugiés climatiques, mais en tout cas de personnes qui commencent à choisir leur lieu de vie en fonction de l'évolution du climat. Et donc, ces différents phénomènes-là font qu'il y a une augmentation énorme des prix de l'immobilier, tirée surtout par les urbains, qui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important, et avec voilà des agents immobiliers qui nous racontent que des urbains, et notamment des Parisiens ou des Londoniens, achètent des maisons sans même les visiter. Donc voilà, en tout cas, c'est un phénomène qui est là, ses causes, elles sont multiples. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier est vu comme une valeur refuge dans un contexte où l'économie est assez morose et moribonde, et donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a une spéculation. J'avais quelques chiffres là que je suis en train d'essayer de retrouver en même temps, mais des chiffres sur l'augmentation moyenne des prix, par exemple, des terrains constructibles, et c'est hallucinant. Et cette augmentation-là, elle va continuer au cours des prochaines années, puisque avec les récentes lois pour limiter l'artificialisation des sols, qui sont une bonne chose, le nombre de terrains constructibles va être drastiquement diminué. Et donc le prix des terrains va encore connaître une envolée, je pense, très forte. Alors pour faire peut-être une transition par rapport à ça, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'un propriétaire qui possède un terrain constructible, en fait, passerait par un bail amphithéotique pour le louer pour une somme plus ou moins modique, en fait, hein, tu parlais, tu disais peut-être 5 000 euros sur une année, par exemple, plutôt que en fait, de le vendre ou de le louer plus cher à quelqu'un qui a envie de construire son bien dessus. Ouais. Alors déjà, c'est un petit peu comme vendre sa maison ou la louer, c'est-à-dire que finalement, c'est plus est-ce que j'ai besoin d'argent frais tout de suite pour le dépenser pour autre chose ou pas. Donc ça, déjà, ça va être des D'accord. situations personnelles qui vont dicter ça. Est-ce que je préfère gagner de l'argent à court terme en vendant mon bien ou le louer et conserver la propriété de mon bien à très long terme, même si avec un bail amphithéotique, c'est un modèle où quasiment tous les droits, à part celui de vendre le terrain, sont conférés aux locataires. Le bail ne peut Hmm. pas être rompu unilatéralement, à part s'il y a un non-paiement du loyer pendant une durée assez longue. Et le locataire a vraiment quasiment les mêmes droits qu'un propriétaire sur le terrain. Aujourd'hui, les personnes qui font des baux amphithéotiques, en tout cas ceux avec lesquels on est en lien pour faire des baux amphithéotiques, c'est soit
des personnes morales qui sont en général des collectivités. Je vais prendre l'exemple de la mairie de Saint-André-des-Eaux. Là, normalement, le 29 juin, ils vont signer un bail emphytéotique avec un collectif dont je fais partie. Et eux, ce qui les motive, c'est que c'est un petit village de 380 habitants qui a un seul commerce qui est à la vente là et donc qui va potentiellement fermer. Et dans notre groupe, il y a des personnes qui veulent reprendre ce commerce et qui veulent en même temps monter un léger et habiter à côté. Donc là, du coup, pour la collectivité, c'est intéressant puisque c'est le moyen d'accueillir des porteurs de projets qui vont amener du dynamisme dans la commune, s'impliquer dans des activités économiques, associatives, etc. Donc ça, c'est l'intérêt de la collectivité. C'est le bien public d'une D'accord. certaine manière. Un propriétaire privé, lui, son intérêt, ça va être soit un attachement à la terre qui fait qu'il va pas vouloir qu'il y ait un lotissement qui se construise ou un petit immeuble ou voilà, l'envie de protéger en fait cette terre qui est souvent héritée des générations précédentes et donc de pas forcément la bétonner, des convictions écologiques ou des convictions sociales. Ça va très souvent être ça. Après, nous, à moyen terme, la vision qu'on a, c'est de créer une foncière citoyenne qui achèterait des terrains constructibles pour les soustraire à la bétonisation et les mettre en bail emphytéotique à des collectifs d'habitants. Voilà, donc pour rompre un petit peu ce cycle de spéculation et ce cycle de bétonisation qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et alors, tu parles de terrain constructible parce qu'on peut installer un habitat léger ou un habitat réversible uniquement sur un terrain constructible ou aussi sur des terrains non constructibles? Alors, c'est assez compliqué d'installer des habitats légers sur des terrains non constructibles de manière légale. Pour ça, il y a une possibilité, c'est de modifier le plan d'urbanisme en créant une exception qui s'appelle un STECAL, un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée, qui veut dire que voilà, dans une zone non constructible, qui est agricole ou naturelle, on peut, de manière exceptionnelle, si la commune est d'accord et que les différents services de l'État sont d'accord, euh, réserver une zone pour autoriser la construction d'habitats légers alors que d'autres constructions ne seraient pas possibles. Bon, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé à titre exceptionnel et finalement c'est relativement logique parce qu'aujourd'hui on cherche à construire plutôt dans les centres-bourgs, à limiter l'étalement urbain, à éviter de mettre de l'habitat dispersé au milieu de zones très naturelles pour limiter les transports, tout ça. Donc ça a une certaine cohérence. Et aujourd'hui, ça reste assez compliqué d'obtenir des autorisations hors des zones constructibles, ce qu'on trouve finalement relativement logique. Le vrai problème des Mhm. terrains constructibles, c'est la spéculation, c'est le prix de ces terrains constructibles qui font que ceux qui n'ont pas assez d'épargne, ceux qui n'ont pas 50, 100 000 euros pour acheter un terrain, en fait, ils ne peuvent pas aujourd'hui se loger. Et vraiment, le souci, il est là, il est plus sur la spéculation que sur le côté constructible, non constructible. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, pour une collectivité, par rapport à potentiellement un gros promoteur immobilier qui veut installer je ne sais quoi et a une capacité de paiement assez importante pour acheter un terrain et un collectif citoyen qui voudrait aussi se l'approprier, la capacité de, de paiement, entre guillemets, n'est pas du tout la même. Et j'imagine que c'est un peu ça le problème qui se passe. Alors oui, et en même temps souvent, alors ça dépend de quel type de commune on parle. Quand on est sur des communes urbaines, évidemment, là, les prix du foncier sont extrêmement chers et c'est très compliqué d'avoir les mêmes moyens que les promoteurs. Maintenant, souvent, dans des zones rurales ou périurbaines, mais surtout dans les zones rurales, les promoteurs, en réalité, ils veulent même pas y aller. Ou alors, ils y vont à des conditions qui sont extrêmement avantageuses pour elles, c'est-à-dire qu'ils demandent à la commune de porter tous les coûts financiers, enfin voilà, en fait, ils jouent d'un certain rapport de force qui est pas du tout le même dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc finalement, là, je peux reprendre D'accord. l'exemple du projet à Saint-André-des-Eaux. Eux, à la base, sur le terrain, c'est un terrain de 5000 m² constructible en centre-bourg. Ils avaient reçu un peu une étude pour faire un petit lotissement dessus de 7 maisons qui aurait imposé de raser tous les arbres du terrain. Il y a des magnifiques chênes, érables, noyers, plein de choses, et tous les talus. Et finalement, comme il fallait faire un assainissement individuel, raser tous les arbres, etc., la commune devait prendre à sa charge énormément de frais, ce qui faisait que pour eux, c'est beaucoup plus rentable finalement de faire un hameau léger que de vendre le terrain à un lotisseur. Bon,
Ça dépend des situations. D'accord, ok. Ok. Eh ben, écoute, c'est très clair. Je voudrais parler maintenant un petit peu de toi, plus précisément de ton parcours et de ce qui a fait que tu t'es tourné vers cette association, les Hameaux Légers. Comment est-ce que tu as découvert l'association? Comment est-ce que tu t'es intéressé à ces problématiques d'habitat écologique et aussi d'accès à la propriété pour les gens qui sont pas forcément avec des hauts revenus? Bah alors moi je viens pas du tout de ce monde-là. Voilà, j'étais plutôt bon élève et du coup j'ai suivi un petit peu le système scolaire vu que je savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis retrouvé du coup à faire des études à HEC et à Polytechnique. Et pour financer mes études à HEC, j'ai pris un emprunt de 60 000 euros. Euh, Ça me faisait assez peur parce que ça me faisait 1200 euros par mois à rembourser à la sortie des études, que je savais que je voulais pas travailler ni en banque d'affaires ni dans un cabinet de conseil. Et donc, j'ai eu la chance de monter une entreprise pendant ma dernière année qui a bien fonctionné. Et avec notamment un associé qui s'appelle Sévac, qui est la personne avec qui j'ai refondé l'asso Hameaux Légers. Et donc, bon, cette entreprise, on l'a montée. Très vite, elle nous a permis de gagner pas mal d'argent, de rembourser nos crédits, alors même qu'on n'était pas encore sorti d'école. Et on a décidé au bout d'un an, d'arrêter cette entreprise, de la vendre. On n'a pas vendu très cher, mais de quoi avoir un petit peu de temps pour vraiment réfléchir à ce qu'on allait faire après. Et on s'est demandé, bah voilà, qu'est-ce qu'on veut faire. On n'a pas voulu monter une autre start-up et on a plutôt voulu réfléchir non pas à qu'est-ce qu'on allait faire comme travail, mais plutôt comment on voulait vivre. Et là, c'est vrai que nous, la dimension collective nous avait toujours beaucoup parlé. On a énormément vécu en colocation. Moi, j'ai été scout. Voilà, il y avait tout un tas de choses qui faisaient écho dans nos parcours. Et les zones rurales, c'était vraiment quelque chose qui nous attirait. Moi, parce que j'ai grandi à la campagne, en tout cas dans une zone périurbaine, mais un environnement très naturel. J'ai été scout, tout ça. C'est vrai que lui, pas du tout. Il venait des banlieues tout béton. Mais on a entrepris un an de voyage au sein d'éco-villages, de communautés anarchistes, de kibbutz, de plein de formes différentes de vie collective en zone rurale pour se confronter un petit peu à la réalité et savoir si en effet ce mode de vie qui nous attirait était fait pour nous ou pas. Très rapidement, on s'est aperçu pendant notre voyage que c'était vraiment le mode de vie qu'on avait envie d'avoir. Euh, on vivait un rêve éveillé. On s'est dit, oui, c'est évidemment ça. C'est comme ça qu'on a envie de vivre. La vie est tellement douce, agréable et riche, tellement de contacts humains intenses, tellement, voilà, énormément de choses très, très, très riches qui nous faisaient sentir qu'on reviendrait jamais en arrière. Par contre, tout de suite, ça nous a marqué, c'est que, bah, ce mode de vie-là était quand même réservé aux personnes qui avaient, en fonction des projets, 50, 100, 150 000 euros. Et on s'est dit, mais quelle injustice que ces projets-là ne soient pas accessibles, voilà, à des gens comme nos potes, comme nos parents pour certains, comme voilà, des gens où on se dit, bah, c'est des gens qui ont trimé toute leur vie, parfois pour certains, ouais, qui ont aussi envie de ce mode de vie, et c'est trop injuste qu'ils y aient pas accès pour des questions financières. Et donc, ouais, vas-y. Et juste, j'ai une question qui me vient parce que c'est vrai que quand j'avais commencé à regarder aussi les hameaux ou les éco-villages, puisque je me suis intéressé à ces questions aussi sur les dernières années, c'est vrai que j'avais été assez surpris du coût de ce financement en fait et des demandes d'apport. Je me disais, mais enfin, j'ai absolument pas les moyens d'avoir un tel apport pour vivre dans un habitat participatif ou autre. Et ça, en fait, ça vient toujours des mêmes raisons qu'on a évoquées précédemment, du prix du foncier. Oui. Oui, parce qu'en plus, en général, ces projets-là sont proportionnellement moins chers que des projets de promoteurs parce qu'il y a beaucoup de chantiers participatifs, beaucoup de bénévolats qui ne sont pas valorisés économiquement. Et donc, c'est vraiment... Alors, il y a des légers surcoûts liés aux choix environnementaux, mais c'est pas énorme, surtout comparé à la quantité de bénévolats qu'il y a sur des projets comme ça. Mais ouais, c'est vraiment juste l'immobilier aujourd'hui qui coûte très cher. Et c'est pas des prix abusément hauts, hein. En moyenne, en France, une maison individuelle, ça coûte 200 000 euros. C'est un montant Ah oui, en c'est un moyenne. montant qui a doublé en 20 ans. Voilà, c'est une moyenne de 100 000 euros.
Donc finalement, c'est pas scandaleux. C'est juste que ça reste très cher pour beaucoup et c'est vraiment révélateur de l'injustice, de l'inégalité, en tout cas, du système dans lequel on vit. Et qui force quelque part à enfin, rester dans le système en Ah bah, fait, évidemment. pour c'est un des gros problèmes quand on veut un petit peu sortir du système, c'est qu'on se rend compte que c'est très difficile en fait, par rapport à justement à ces coûts, que ce soit financiers ou même sociaux en fait. Mais du coup, bah, je te Ouais. laisse poursuivre en fait par rapport à comment est-ce que tu t'es redirigé vers l'association? Bah, à la fin de notre année, avec Sévac et d'autres, on a organisé une grande randonnée pour réfléchir un petit peu à ce sujet et clairement la dissociation du foncier et du bâti, c'est apparu comme la solution et l'habitat léger, qu'on a choisi d'appeler habitat réversible, pour nous, c'était la manière d'être propriétaire de sa maison sans être propriétaire du sol, puisque la maison pouvait être démontée ou déplacée, et donc la maison devenait plus un bien mobilier qu'un bien immobilier finalement. Un peu comme une voiture, je peux posséder ma voiture sans posséder le parking. Bon, si c'est une maison avec des fondations béton qui bougent pas, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc finalement, c'est vrai qu'on s'est assez vite orienté vers l'habitat léger, l'habitat réversible pour ces raisons-là. Et on a commencé à travailler au montage d'un premier projet, d'une première association en Ardèche, avant de se rendre compte qu'il y avait une association qui était à 15 minutes en Ardèche de l'endroit où on s'était installé, et qui s'appelait les Hameaux Légers, et qui avait que 5 adhérents, qui était une toute petite asso, et qui travaillait sur un premier projet euh, porté par le maire d'une commune de 250 habitants en Ardèche qui s'appelait Rocle, et le maire qui voilà voulait vraiment mettre à disposition un terrain municipal pour accueillir un groupe de gens qui allaient faire un projet d'habitat participatif en amenant chacun leur habitat. Voilà. Et donc ces habitats, ça allait pouvoir être finalement des maisons écologiques, souvent en bois, démontables ou alors qui peuvent se mettre sur une remorque poids lourd, un peu type mobil-home mais en bois. Euh, et, euh, et la mairie avait prévu de louer ce terrain, voilà, de l'ordre d'une vingtaine d'euros par famille et par mois. Et nous, on s'est dit, c'est génial, en fait, c'est exactement ce qu'on veut faire. Nous, on a envie de pas faire ça juste pour nous, pour créer notre petit paradis, mais vraiment d'aider d'autres gens qui n'ont pas forcément eu la chance qu'on a d'accéder à un réseau, d'avoir fait ses études et tout ça, de leur faire bénéficier de tout ce qu'on a pu apprendre en fait autour de ça et de les aider à accéder à leurs rêves de vivre d'une manière plus écologique et plus solidaire. Et donc, au lieu de recréer une autre asso, finalement, on a rencontré les personnes qui avaient monté l'asso Hameaux Légers, qui eux n'avaient pas du tout de temps à consacrer à l'essaimage, qui étaient en train d'essayer de boucler leur propre projet à Rocle, et qui nous ont transmis avec grande joie le bébé, l'association Hameaux Légers. Donc ça, c'était début 2019. Et donc début 2019, on a repris cette association qu'on a transformée en profondeur et qui a pas mal grossi depuis, puisque voilà, on est passé de 5 à un peu plus de 1000 membres aujourd'hui. Alors, avant de repartir un petit peu sur l'évolution des hameaux légers et puis de rediscuter de l'habitat réversible, toujours sur ton parcours, j'ai quand même une question qui me vient, qui est comment ça s'est passé un petit peu autour de toi au moment où tu as dit à ta famille, tes parents ou même tes amis que double diplôme HEC Polytechnique en poche et une start-up montée revendue, finalement, tu allais vivre dans un éco-village. Euh, et construire ta maison potentiellement. Quelle a été un peu la réaction pardon, des gens de ton entourage par rapport à ça? Mmh, je dirais que déjà, je pense qu'ils étaient globalement rassurés par le fait que voilà, jusque-là, j'avais à peu près réussi tout ce que j'avais entrepris, que je m'étais mis un peu à l'abri financièrement, que ma situation amoureuse, enfin toute chose par ailleurs, ma vie était très stable, donc voilà, je pense qu'ils n'étaient pas inquiets pour moi de base. Après, est-ce qu'ils ont compris ce choix? Non, je pense pas. Euh, Ça s'est fait progressivement après, mais oui, ils vivent dans une réalité qui est pas forcément exactement la même que la mienne, et je pense qu'ils comprennent pas tous mes choix de vie, et en même temps, j'ai pas forcément
c'est pas forcément très important pour moi qu'ils soient d'accord avec tous mes choix de vie. J'essaye de leur partager au maximum ce que je vis et je pense que aussi, ce qui a pu les rassurer, c'est de me voir, m'épanouir, notamment, voilà, toute la découverte, de d'autres manières d'interagir les uns avec les autres, de la communication non violente, la gouvernance partagée, beaucoup de choses qui m'ont pas mal transformé dans mon rapport aux autres, dans mon rapport au monde. Et je pense que eux en bénéficient aussi indirectement. Donc voilà, je pense que ça a contribué au fait qu'ils soient pas trop inquiets. Et tu parlais de ta relation amoureuse, donc j'imagine que ce projet, tu l'as partagé aussi, et pas uniquement avec ton ancien associé, Sévrac, mais aussi avec ta femme. Et comment est-ce que ça s'est passé justement? Vous avez évolué tous les deux dans cette voie, ou comment est-ce que vous êtes un petit peu mis d'accord sur ce changement de vie? Oui, alors je dirais même que Clémence, elle a évolué là-dessus un petit peu avant moi, parce que donc ma compagne, elle a aussi fait exactement les mêmes études que moi. Et elle a décidé d'être prof de français en ZEP à la suite de ses études. Donc voilà, elle était déjà sortie du moule au moment où moi j'étais dans ma start-up, etc. Et ensuite, bah voilà, elle a fait le choix de venir habiter en Ardèche, dans l'éco-hameau où on vivait. Elle a fait le voyage d'un an avec nous, avec Sévac et moi. Donc c'est vraiment un cheminement qu'on a pu faire ensemble. Et les choix qu'elle a fait aussi, voilà, de quitter l'Île-de-France pour venir habiter en Ardèche. Et puis plus récemment, qu'on déménage ensemble d'Ardèche en Bretagne. Elle est impliquée aujourd'hui, elle a pris une année de disponibilité depuis un an pour s'impliquer à temps plein dans l'association Amo Léger. Donc voilà, elle est aussi très 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 engagée là-dessus. Elle travaille sur le MOOC, donc le cours en ligne qu'on va sortir là à l'automne, qui est une manière finalement de faire un pont entre sa profession d'enseignante et le travail de l'association. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on vit ensemble et qu'on partage tous les deux. Et c'est vrai que je pense que j'aurais eu du mal à imaginer que ce soit pas le cas. Et par rapport à tes autres camarades de promo, tu as toujours des liens, des interactions avec eux, pas, depuis que tu as décidé de changer de voie? Ouais, alors moi je connais beaucoup, enfin je sais pas si c'est un biais cognitif, mais il y a beaucoup de mes camarades de promo qui sont sur des projets très alternatifs. Il y en a d'ailleurs qui sont sur des projets de hameaux légers en Bretagne aussi, d'autres. D'accord. Donc finalement, on est plus de 1% de la promo, en tout cas, à être dans des projets de hameaux légers en Bretagne. Donc c'est rigolo. Euh, et, euh, et après, sinon, ouais, moi je remarque que dans mes amis d'HEC, la plupart, en tout cas ceux qui n'ont pas de crédit, ils sont partis sur des choses que moi je considère comme assez alternatives. Donc je pense il y a un vrai changement à ce niveau-là. Après, évidemment, il y en a d'autres, il y en a quand même toujours beaucoup d'autres qui sont sur des professions plus classiques. Mais moi, j'ai pas beaucoup de relations avec ces personnes-là et c'est pas que voilà, c'est pas que je considère que c'est pas intéressant, mais je constate vraiment que dans mes proches, la plupart ont choisi des chemins qu'on aurait pu qualifier de traverse il y a quelques années. Et si j'en reviens un peu maintenant au hameau léger et à comment est-ce que vous avez fait évoluer l'association, comment est-ce que ça fonctionne en fait pour que tu nous expliques un petit peu quand il y a des porteurs de projets, est-ce que vous aidez les porteurs de projets à se mettre ensemble, vous les aidez à trouver un lieu, une collectivité qui va pouvoir les accueillir, comment est-ce que ça fonctionne? Alors l'association Hameau Léger, du coup, pour accomplir son objet, qui est d'aider un maximum de gens à accéder à la propriété d'un habitat durable et partagé. Pour ça, on a trois types d'actions. On a des actions de sensibilisation et de mise en réseau. On a des actions d'accompagnement et des actions de transmission. Du coup, dans tout ce qui va être l'accompagnement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'association Hameau Léger ne porte pas elle-même des projets, donc on aide des collectifs, des groupes de personnes qui ont envie de monter un hameau léger ensemble, à réaliser leurs projets. Et on aide aussi des collectivités qui ont envie d'accueillir un hameau léger sur leur commune à trouver un groupe et proposer un cadre pour mettre à disposition leur terrain. Pour ce qui est de l'accompagnement donc des collectifs, on va les aider à travers toutes les phases de création d'un hameau léger. Donc, d'abord, en fait, il y a toute une phase un petit peu de formation initiale, de comprendre bien qu'est-ce que c'est qu'un hameau léger, de faire toute une introspection
Ensuite, il va vraiment y avoir une phase autour de l'émergence du collectif et d'un projet commun qui va pouvoir donner suite dans une phase de recherche et de validation d'un lieu. Donc voilà, les aider notamment à trouver un terrain. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses dans cette phase-là. Pour ensuite pouvoir faire la conception architecturale, les démarches d'urbanisme, préparer et réaliser le chantier, et enfin s'installer et vivre sur le lieu, voilà, dans une certaine harmonie et en avançant dans la réalisation de leur projet commun, qui en général dépasse le simple fait d'habiter ensemble. Et aujourd'hui, vous avez réussi à accompagner beaucoup de porteurs de projets ou de collectifs? Alors, on a accompagné depuis le début une dizaine de collectifs à date, et on a eu un peu plus de 80 groupes qui nous ont fait des demandes d'accompagnement. On n'est pas du tout capable de répondre à ces demandes aujourd'hui, puisqu'on n'a pas du tout assez de personnes formées, donc ça c'est un gros défi. Et puis on est encore une jeune association, on est encore dans la mise en place des premiers projets, on n'a pas non plus encore énormément de recul. Alors on a du recul sur les premières étapes, mais là vraiment notre objectif c'est de concrétiser des démonstrateurs, des projets témoins qui vont pouvoir être relativement variés et donner à voir ce que peut être un homologué. Donc ça c'est aussi notre priorité, et on a choisi de plutôt se concentrer sur l'accompagnement de quelques projets. Aujourd'hui voilà, à peu près 8, pour que ces homologés démonstrateurs se réalisent et qu'on documente énormément ce qui se passe, pour créer aussi des outils, notamment numériques, qui vont permettre d'accompagner le plus grand nombre, tout en continuant à avoir un réseau de coachs, d'accompagnants qui vont vraiment intervenir sur les points plus spécifiques, et notamment sur le fameux facteur humain. D'accord. Parce que du coup, quels sont un peu les blocages que tu vois dans la mise en place d'un tel projet? Bon, alors il y en a beaucoup des blocages finalement, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans la réalisation de ce projet. Moi, en tout cas, ce que je vis en tant que porteur de projet moi-même, c'est que c'est le chemin qui est passionnant, qui peut être inconfortable par moments, parce qu'il y a beaucoup de hauts, de bas, de montagnes russes. Mais comme tout ce qui est vivant finalement, et que ce chemin est porteur de beaucoup d'évolution, beaucoup d'apprentissage. Donc parmi les obstacles qu'il y a, un des obstacles les plus compliqués, en effet, c'est trouver le foncier aujourd'hui. Donc trouver un terrain qui est adapté pour réaliser le projet, qui convient sur le plan financier, idéalement avec un propriétaire qui le met à disposition en bail emphytéotique. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est pas toujours simple, aussi parce que c'est pas encore un type de projet très connu, que les collectivités parfois peuvent avoir certains préjugés sur ce type d'habitat. Voilà, l'habitat léger est souvent assimilé à un habitat précaire, pas solide. Donc on doit se battre un petit peu aussi contre ces préjugés qui lient ce type d'habitat avec une forme de marginalité, ce qui n'est pas du tout toujours le cas. Ensuite, un deuxième blocage, ça va être les obstacles au niveau humain, tous les risques de dislocation du collectif qui se font. C'est pas forcément toujours une mauvaise chose, mais voilà, c'est assez difficile de trouver un groupe avec lequel on est bien aligné pour monter un projet ensemble. Comme un couple, en fait, finalement, d'une certaine manière, c'est pas avec n'importe qui qu'on peut faire ça. Il faut prendre beaucoup de temps pour communiquer, et il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Il faut leur laisser de la place. Il faut savoir se parler, gérer ses conflits. Voilà, c'est un vrai apprentissage humain très riche, mais qui fait qu'il y a un certain nombre de projets qui échouent ou qui n'aboutissent pas. Après, est-ce qu'on peut parler d'échec? Certainement, voilà. Là aussi, une question de comment on voit le succès. Dans les types d'obstacles, il y a des obstacles d'ordre financier aussi, parce que même s'il n'y a pas besoin d'argent pour acheter le terrain, il va falloir un petit peu d'argent pour financer les espaces communs. Je l'ai pas dit, mais l'idée de ces hameaux légers, c'est des projets d'habitat participatif, où donc on va mutualiser un certain nombre d'espaces communs. Par exemple, une buanderie, une salle de jeu pour les enfants, une grande cuisine commune, un espace pour regarder des films, un potager, des trucs comme ça. Et donc, au lieu d'avoir chacun ses espaces chez soi et de payer pour avoir ces espaces chez soi et les équipements qui vont avec, comme une machine à laver, on va les mutualiser. Mais bon, tout ça, il va falloir le financer. Et aujourd'hui, c'est des modèles un peu hybrides que les banques connaissent pas trop, donc les banques prêtent pas vraiment. Donc il faut trouver des financements alternatifs. Ça fait partie des choses sur lesquelles on accompagne, mais c'est un des obstacles.
Voilà, je crois que c'est les obstacles vraiment principaux à ce jour. Est-ce qu'il y en a d'autres que je vois? Après, bon, un des obstacles aussi, on le verra un peu plus, je pense, dans le temps. C'est la question de l'intégration socio-économique sur les territoires. Quand on a un groupe de 10 habitants ou plus qui arrive sur un territoire, comment est-ce que ces personnes peuvent créer leurs activités économiques ou trouver des emplois si elles créent pas leurs propres activités économiques, de manière à voilà à bien s'intégrer dans le tissu socio-économique du territoire. Comment est-ce que l'intégration avec le voisinage va marcher? Ça aussi, c'est toujours des défis à relever, mais là aussi, ça rend le projet vraiment intéressant. Et j'allais justement te demander un peu quels sont les profils des personnes qui décident de se mettre en habitat léger ou enfin se- de former un collectif en fait. Ce sont des gens qui sont plutôt indépendants, entrepreneurs, enfin, de certaines catégories socio-professionnelles. Enfin, est-ce qu'il y a des profils particuliers ou c'est vraiment assez représentatif de la population française? Bah, déjà pour moi, c'est difficile d'avoir une idée de qu'est-ce qui est représentatif de la population française parce qu'on vit tous dans des silos, j'ai un peu l'impression. Euh, je pense qu'il y a des choses qui les réunissent. Là, je viens de mettre un petit peu le doigt par tes questions et notre échange sur quelque chose, c'est que je pense que c'est des personnes qui sont assez détachées de la question de l'emploi, c'est-à-dire que soit c'est des personnes qui ont confiance qu'elles vont pouvoir créer leur activité économique et qui en ont l'élan, soit c'est des personnes qui vivent avec peu d'argent ou qui n'ont pas forcément une activité aujourd'hui parce qu'ils peuvent être en reconversion, en transition professionnelle, ou que c'est des jeunes qui viennent de sortir, enfin qui viennent d'arriver sur le marché du travail, entre guillemets. Donc c'est vrai ou alors des jeunes retraités. Donc c'est vrai que je pense que c'est beaucoup de personnes qui ont envie de déménager, d'habiter de manière plus collective, souvent en zone rurale, et donc qui sont pas trop stressés par la question du travail. Je pense que ça c'est quand même un point commun. Ensuite, au niveau des revenus, on est quand même plutôt sur des personnes qui ont assez peu d'argent. Euh, mais enfin, non, c'est même pas tellement vrai. C'est surtout vrai pour les jeunes, je crois, pour la frange, et c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein. Je dirais que dans notre public, il y a peut-être 40% des gens qui doivent avoir moins de 35 ans, et, euh, et qui sont souvent des jeunes en quête de sens, qui ont pas forcément beaucoup d'épargne ni des gros revenus. Voilà, à part ça, c'est quand même assez varié. Je dirais que très certainement que les minorités ethniques sont un peu moins représentées que dans le reste de la population. Ça, c'est sûr, c'est un problème global dans toute la mouvance écologiste. Et Ouais. ouais, et sinon, c'est rare qu'il y ait des gens qui aient énormément d'argent, mais c'est arrivé qu'il y ait des personnes qui veulent monter des hameaux légers, qui ont des ressources financières très importantes, mais qui n'ont pas envie justement de rentrer dans un système où ils sont propriétaires, où ils fructifient leur épargne, qui ont pas envie d'habiter dans un ghetto de riches aussi. Donc c'est vrai que ouais, c'est assez varié finalement. D'accord. Et j'avais une autre question par rapport au type d'habitat. Est-ce que le fait d'être dans un habitat réversible, à savoir, tu parlais de tiny house, mais on peut aussi évoquer de maisons container ou des yurts. Je ne sais pas si ces trois types d'habitats sont assez représentatifs de ce qu'on va retrouver dans des habitats réversibles. Et corrige-moi hein, s'il y en a d'autres ou qui le sont beaucoup plus. Mais est-ce que ça, c'est aussi un frein pour certaines personnes? Je te pose la question parce que moi, c'est un frein, par exemple, pour ma femme qui, elle, aimerait bien habiter dans un habitat participatif, etc., mais qui se voit très très mal vivre dans une yourte ou dans une tiny house. J'imagine qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont dans cette situation. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez comme étant des freins à la venue de plusieurs personnes ou à l'essaimage de ce genre de collectif? Bah, en fait, c'est surtout des freins liés aux imaginaires. C'est pour ça qu'on essaye de pas trop utiliser le mot habitat léger. Alors, nous aujourd'hui, les yurts, c'est clairement pas forcément des types d'habitat qu'il y a beaucoup dans les hameaux légers. En tout cas, les gens qui projettent de vivre dans un hameau léger qui se fait légalement sur un terrain constructible, en général, ils projettent pas de faire une yourte.
Et la tiny house, ça arrive, mais finalement, c'est des gens qui se voient pas du tout être nomades, mais habiter au même endroit pour longtemps, même s'ils veulent être libres de partir s'ils ont besoin de partir. Et donc, se prendre toutes les contraintes de la mobilité qui sont propres à une tiny, c'est-à-dire pas plus de 2,55 m de large, pas plus de 3,5 tonnes, une remorque, etc. C'est des contraintes qui sont très lourdes si on veut pas bouger régulièrement. Donc c'est les deux types d'habitats qui sont les plus ancrés dans la tête des gens, mais pour autant, à mon avis, qui seront les moins courants au sein d'un hameau léger. Donc voilà, c'est un peu paradoxal. D'accord. Ensuite, il y a beaucoup de types d'habitats qui existent ou qui sont en train d'être inventés, qui sont des types d'habitats démontables, finalement, où tu as des maisons un peu comme des Lego qui vont venir. C'est des maisons préfabriquées, c'est-à-dire qui vont être construites par module en atelier et qui vont pouvoir être assemblées sur place. Et là, moi j'ai déjà vu des maisons qui font 80 mètres carrés, et je pense qu'il y en a qui font même encore plus, qui sont totalement réversibles, posées sur des pieux vissés dans le sol, avec une dalle bois et avec des modules, des caissons de murs, de toit et de sol qui vont former la structure de la maison. Donc ça, voilà, on a des maisons qui peuvent être assez grandes et ça fait partie des choses qu'on essaye de véhiculer à travers, voilà, à travers les différents contenus qu'on peut faire. C'est que l'habitat réversible, aujourd'hui, sa caractéristique, c'est de ne pas impacter la vie des sols de manière irréversible, de ne pas couler de béton dans le sol, de pouvoir permettre au sol, au terrain de revenir dans son état initial si demain les générations futures voulaient en faire autre chose, par exemple cultiver la terre, de permettre que ça, Mhm. ce soit possible, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est très petit ou mal isolé ou quoi que ce soit. Et du coup, quels sont un peu les habitats les plus représentatifs de ce type de hameau? Bah, franchement, je sais pas si vraiment il y a un type d'habitat représentatif. Bon, déjà, il nous faudra D'accord. plus de recul. Nous, on exhorte très 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 fortement les porteurs de projets à adapter leur projet en fonction des caractéristiques de chaque territoire, et notamment des traditions architecturales. Bon, je vais Hmm. prendre un exemple en Bretagne. Euh, à Saint-André-des-Eaux, nous, notre collectif, a souhaité, mais de toute façon le PLU l'obligeait, mais a souhaité avoir des habitats qui se situent dans l'esprit des traditions locales. Donc des toits de pente, couleur ardoise, du bardage vertical, des choses comme ça. Et on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France et l'école d'architecture de Nantes pour concevoir des formes, des systèmes pour faire des habitats démontables et qui sont dans la tradition constructive bretonne. Donc voilà, avec des toits de pente à 45 degrés, etc. Et ça, bah voilà, c'est des nouveaux types d'habitats qu'on a inventés en lien avec des partenaires, des architectes, etc. pour répondre aux spécificités d'un territoire. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire globalement un petit peu partout. On n'a pas parlé d'un type d'habitat aussi, mais qui est l'habitat que nous on appelle biodégradable. Les habitats, par exemple, en terre paille, où Mhm. voilà, en fait, c'est des murs qui sont avec des matériaux très facilement biodégradables et locaux et qui coûtent à peu près rien et donc on peut laisser sur place si jamais on choisit de démonter la maison. Donc ça, c'est aussi des solutions qui sont très efficaces tant écologiquement que économiquement et qu'on va pousser. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit toujours de trouver un équilibre entre un habitat qui est pas cher, parce que c'est quand même vraiment un besoin de justement baisser son coût du logement pour avoir moins de dépenses contraintes par mois et être plus libre aussi de choisir ses activités. Le deuxième niveau d'équilibre, c'est l'écologie. Voilà, des matériaux avec une faible empreinte carbone, qui sont biosourcés, qui sont locaux, des solutions d'autonomie qui sont développées, qui permettent de réduire au maximum la consommation en eau, en énergie. Et l'acceptabilité locale, les formes architecturales qui se situent en continuité avec l'histoire, qui sont pas vues comme des ovnis et qui vont aider leurs habitants à être accueillis sur un territoire. Voilà, c'est toujours cet équilibre entre ces trois dimensions. Et en termes de timing, c'est combien de temps en fait
porter un tel projet entre le moment où on commence à former son collectif et où on s'installe? Est-ce qu'il y a une moyenne ou pas forcément? Je pense qu'il y a pas de moyenne, c'est le début qui va prendre un laps de temps très différent suivant les porteurs de projet. C'est vraiment la partie émergence du collectif et du projet. Il faut que les personnes qui D'accord. montent le projet soient suffisamment matures, mûres dans leur réflexion, qu'elles aient fait un travail sur elles, je pense, pour savoir vraiment ce qu'elles veulent et être en capacité de monter un projet collectif aussi, de décider ensemble, d'abandonner une partie de leur pouvoir de décision, en tout cas de faire confiance. Euh, et ça, voilà, ça peut être le travail d'une vie, comme ça peut être un travail plus court. Donc ça, c'est vraiment l'étape un petit peu clé. Et puis trouver un groupe avec lequel ça fonctionne bien. J'ai envie de dire, c'est comme il faut combien de temps pour fonder une famille? Ben, ça peut prendre un an, comme ça peut prendre une vie. Maintenant, une fois que ces ingrédients de base sont réunis, qu'il y a un groupe qui fonctionne bien, qui est d'accord sur une vision commune, etc., ça va être la question de combien de temps le foncier va prendre à être trouvé, mais je dirais qu'en 2 ans, c'est largement réalisable. Après, D'accord. ça va beaucoup dépendre aussi du temps que les porteurs de projet vont pouvoir consacrer au projet. Est-ce qu'ils ont une activité professionnelle à côté ou pas? Ouais. OK. Et justement, bah, tu me fais une belle transition pour revenir à ton parcours et à toi un peu plus personnellement et ton activité professionnelle. Est-ce que tu arrives, à vivre aujourd'hui de cette activité, dans l'association? Oui, bah moi je suis salarié de l'association depuis janvier. Jusqu'alors j'étais bénévole. Là, aujourd'hui, on a 5 salariés dans l'association, donc voilà, on est 5 personnes à réussir à en vivre et 3 services civiques, plus voilà, environ 4 équivalents temps plein bénévoles. Donc finalement, on a une douzaine d'équivalents temps plein dans l'association, ce qui est quand même beaucoup. Et on a un modèle économique qui fonctionne, qui est basé sur le don. Donc on va jamais ou quasiment jamais valoriser directement le travail qu'on fait, mais demander à nos bénéficiaires de valoriser par un don notre travail pour nous permettre, nous aussi, de continuer à donner et à servir, à être utile à d'autres. Voilà, donc on a vraiment essayé de travailler sur ce modèle économique du don avec un outil qui s'appelle la participation libre et consciente. Voilà, on va vraiment associer nos bénéficiaires en leur disant ce qu'on vous a apporté là, c'est donné, c'est quelque chose qu'on a fait sans attendre un retour, mais pour qu'on continue à apporter ça à vous et à d'autres, on a besoin d'argent et donc on a besoin que vous nous souteniez par un don d'un montant libre en fonction de vos moyens et de vos envies. Voilà, donc ça aujourd'hui c'est un modèle qui fonctionne quand même très bien pour nous et dont on est très fiers et qui nous permet de dégager ces 5 salaires. Et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que, on entend de plus en plus parler, hein, de la participation libre et consciente, en tout cas avec, les, biais, cognitifs potentiels dont tu parlais tout à l'heure, étant donné la sphère dans laquelle on évolue vraisemblablement tous les 2. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu des craintes, par rapport à, bah, combien est-ce que les gens vont donner? Est-ce que les gens vont comprendre en fait ce fonctionnement? Et comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous expliquez vraiment le principe avant? Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer là-dedans? De pas partir forcément sur un modèle plus classique, type, subvention, ou de donner des indications même en fait sur le montant plus ou moins attendu? Bon, on a beaucoup testé, on a tout de suite parti sur le modèle de la participation libre et consciente parce que on a toujours voulu que nos services soient accessibles à tout le monde, qu'en même temps on soit indépendant des pouvoirs publics. Et donc voilà, un modèle qui repose sur la subvention, on n'a jamais voulu aller vers ça non plus. Euh, et donc pour que ça soit accessible et qu'en même temps on ne dévalorise pas ce qu'on fait, si on fixe un prix trop bas, on dévalorise ce qu'on fait. Si on fixe un prix trop haut, on n'est plus accessible. Et donc finalement, nous on s'est dit, bah la solution qui nous semble bonne, c'est de laisser la liberté aux personnes de choisir de combien elles veulent participer. Avec quand même quelque chose qu'on a mis en place assez rapidement parce que ça nous stressait sur des événements, de devoir avancer beaucoup d'argent, par exemple pour payer la nourriture, etc. Ouais. Et de se dire, bah, si ça se trouve, il y a des gens qui vont même pas venir, parce qu'il y a plein de gens qui annulaient au dernier moment vu qu'ils n'avaient pas payé.
où si ça se trouve, on va même pas couvrir nos frais fixes, enfin nos charges, les charges que nous a coûté cet événement, si on a loué un lieu ou si on a payé quelqu'un pour faire la cuisine ou un babysitter ou quoi. Et donc maintenant, Mhm. sur chaque chose, chaque événement, chaque service qu'on fait, on distingue une participation aux frais qu'on demande à chacun, en général en amont, et qui nous permet de couvrir tous les frais liés à l'événement, mais pas de valoriser le travail humain qui est fait. Et la participation libre et consciente sert exclusivement à valoriser le travail humain. Donc ça, déjà, c'est le premier élément qui nous permet de ne pas être trop stressé là-dessus. On sait qu'on va rentrer dans nos charges, dans nos frais avant le début de l'événement. La participation libre et consciente sert juste à valoriser le travail. Le deuxième élément qui nous rassure, c'est qu'on a choisi une gestion budgétaire très prudente avec l'association, qui fait que on ne salarie quelqu'un que quand on a mis de côté 1 an de son salaire. Donc, quand on embauche quelqu'un, on sait qu'on a déjà en banque, sur notre compte, de quoi le payer pendant 1 an. Donc en fait, on n'est pas en stress si finalement il y a moins d'argent qui rentre certains mois, ou voilà, il y a eu le Covid, on a fait moins d'événements, etc. Bah, au fond, c'est pas grave, ça impacte pas à court terme notre modèle et ça nous stresse pas. C'est juste que peut-être 1 an plus tard, on aura moins de salariés. En tout cas, on aura moins d'argent à mettre dans les salaires. Voilà. Ok, c'est hyper intéressant. Euh, et toi, aujourd'hui, j'imagine que tu vis un peu plus chichement que ce que tu pouvais vivre avant, quand tu étais entrepreneur de start-up et que ça fonctionnait plutôt bien, que tu ne verses pas forcément le même niveau de revenu. Est-ce que est-ce que tu as des regrets? Bah, j'imagine pas, hein, mais comment est-ce que tu vis en fait cette situation par rapport au fait justement d'avoir fait des grandes études, d'avoir emprunté 60 000 € pour ça, d'avoir eu un peu de mal à les rembourser? Comment est-ce que tu vis ce changement de modèle de vie en fait, hein? Bah, finalement, moi, je me rends compte que c'est beaucoup une quête vers la liberté pour moi, et la liberté pas que dans sa dimension individuelle, hein, aussi dans sa dimension collective. Mais pour moi, je me sens infiniment plus libre en ayant besoin de 600 € par mois pour vivre que avant où voilà, il fallait que j'ai 1 200 € par mois pour rembourser mon emprunt, plus forcément les coûts de vie dans une ville assez attractive, parce que pour avoir un boulot qui gagne bien, bah, il faut être dans une ville souvent où le coût de la vie est assez cher. Donc voilà, finalement, j'allais facilement m'en sortir pour 3 000 à 4 000 € par mois de dépenses, là où maintenant, je sais que je peux m'en sortir pour 600 € par mois, quoi, à peu près. Euh, donc c'est incroyable à quel point je me sens plus libre, parce que je sais que si demain mon travail à Moléger me plaît pas, bah, il me plaît plus, bah, je pars et je suis pas en stress de retrouver un nouvel emploi. Et ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression, je tire beaucoup de joie d'avoir adopté ce mode de vie plus frugal, beaucoup de joie j'ai pas du tout l'impression de contrainte. Et bon, après, c'est aussi, je suis conscient de l'extrême chance que j'ai. C'est-à-dire que vivre avec 600 € par mois quand on a le choix et que c'est pas contraint, que c'est vraiment, ça relève d'un choix et pas d'une contrainte, bah c'est pas du tout la même chose que d'être contraint de vivre avec 600 € par mois. Ça, c'est sûr. Mais voilà, je me rends compte de ma chance et je vois qu'en tout cas, cette situation m'amène pas mal de joie. Et comment est-ce que tu as réussi à combattre un petit peu les peurs que beaucoup de gens ont justement par rapport à ce manque d'argent, le fait de ne pas avoir assez ou de se dire mais il faut que j'économise pour ma retraite, pour mes enfants et autres. Ça, enfin, j'imagine que c'est des questions que tu t'es posées à un moment aussi et que tu as dû affronter, que tu as vraisemblablement eu des craintes à ce niveau-là. Oui et non. Bon, j'ai eu la chance en vendant ma boîte d'avoir un bon petit matelas de côté, quand même, qui a fait que j'ai jamais trop eu à me poser de questions. Maintenant, j'essaye de faire en sorte que ce matelas, j'en bénéficie pas, mais qu'il aille plutôt servir des projets qui ont du sens, et donc que ça soit pas un privilège dont je puisse bénéficier. Mais bon, je sais quand même techniquement que j'ai ce matelas ou que je peux avoir ce matelas, et donc ça me stresse pas trop.
J'avoue que la question de la retraite, ça me semble encore assez loin. Alors bon, là, je suis salarié, donc je cotise pour la retraite, c'est plutôt bien. Mais bon, c'est quelque chose, je mise pas dessus, quoi. Pour moi, c'est très incertain. Et en fait, parce que clairement, dans 40, 50 ans, j'ai aucune idée d'à quoi ressemblera le monde et je suis pas super optimiste sur la question. Par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est justement de créer des tissus de solidarité, et notamment à l'échelle du collectif, au sein d'un hameau léger, mais aussi à l'échelle d'une commune, d'un village, parce qu'à mon avis, et en tout cas pendant des siècles, si ce n'est des millénaires, les sociétés ont fonctionné, il n'y avait pas de retraite, les sociétés ont fonctionné sur un principe de solidarité intergénérationnelle. Il n'y avait pas d'allocation familiale. Là aussi, il y avait de la solidarité au niveau de la communauté, que ce soit un hameau, un village, une famille étendue. Toutes les sociétés humaines ont toujours fonctionné comme ça. Et moi, je crois que la seule sécurité vraiment que je puisse avoir là-dessus, c'est celle-là, c'est celle des liens, c'est celle des réseaux, c'est celle de l'entraide. Que toute sécurité type voilà, épargne retraite, compte en banque et tout ça, bah, ça reste fragile aussi. Et elle est jamais vraiment complète, cette sécurité. Et aujourd'hui, quand tu regardes justement le futur, l'avenir pour toi ou pour les hameaux légers, c'est quoi les projets que tu as en tête? Alors bon, pour moi et pour la MLG, c'est même s'il y a des liens, mais c'est deux choses un peu différentes. Pour les hameaux légers, là clairement, nous, à court moyen terme, on a vraiment envie de se concentrer sur un développement en Bretagne, parce qu'on sent que la région et le terrain est très fertile, et puis que c'est plus facile pour nous d'agir sur un périmètre plus restreint. Ensuite, on espère vraiment qu'on va pouvoir faire en sorte que le système homologé soit, voilà, soit pas un ovni et soit quelque chose auquel les gens pensent comme une alternative à ce modèle immobilier actuel qui est destructeur tant sur le plan humain que sur le plan environnemental. Donc voilà, de réussir à partager en fait ça, ce modèle, ces aspirations, à avoir les capacités d'accompagner beaucoup de projets pour aider les gens à réaliser leurs rêves et à créer un peu un archipel de hameaux légers qui peuvent aussi fonctionner en réseau, s'entraider et faire vivre leur territoire et être des maillons. Voilà, pour nous vraiment les hameaux légers, j'en ai pas parlé, mais normalement j'en parle toujours beaucoup. C'est vraiment des lieux qui sont pensés en lien avec le territoire. On ne fait des hameaux légers que là où il y a des communes qui ont envie que ces hameaux légers arrivent, que là où en fait il y a quand même un certain tissu écologique, social, une certaine volonté de faire ce genre de projet. Et donc l'idée, c'est que ces lieux-là soient ouverts et participent énormément à la vitalité de leur territoire. Donc le but, c'est aussi que ces projets de hameaux légers servent à dynamiser, notamment sur ces zones rurales, à participer à la création, à la reprise d'activités économiques, associatives qui font sens dans la transition globale. Et moi, à titre plus personnel, euh, je pense là, en tout cas si le projet de hameau léger à Saint-André se confirme, ce qui devrait se faire à la fin du mois, je me vois être actif dans cette commune, participer aussi à sa vitalité autant que possible. Voilà, moi j'aime beaucoup l'idée de vivre dans un collectif d'une vingtaine de personnes et dans un village qui fera à peu près 400 personnes et de pouvoir interagir beaucoup avec les gens du village. Là, on a déjà beaucoup d'interactions, d'échanges, on est installé juste à côté. Et voilà, et c'est comment est-ce que moi, à ma petite échelle, je peux participer voilà, aux différentes transitions à l'échelle de ce territoire, à soutenir l'installation d'autres porteurs de projets peut-être, voilà, à faire ma petite part pour vraiment vivre dans un monde dans lequel j'ai envie de vivre et agir pour que ce soit le cas plutôt qu'attendre que ça se fasse. Voilà. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure quand tu évoquais ta reconversion et ton changement de voie, que bah, oui, tu as fait un voyage d'un an où tu es parti à la découverte de ce genre de lieu. Tu as évoqué la communication non violente à laquelle tu t'es formé. Est-ce que tu as des conseils sur justement un petit peu des étapes, des choses à faire, à regarder, des questions à se poser que tu voudrais donner aux personnes
qui pensent, qui auraient envie, mais qui ne sont pas forcément dans cette situation. Que ce soit des conseils en termes de, toi, des choses qui ont bien fonctionné, je ne sais pas si on peut parler de méthode, méthodologie, ou en tout cas de questions sur lesquelles réfléchir, ou tout simplement de messages que tu voudrais passer. Moi, je crois que, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, et je pense ce qui est une clé pour un certain nombre de gens qui veulent se lancer dans ces projets, c'est la question du cheminement intérieur, que certains appellent développement personnel, d'autres appellent spiritualité, d'autres appellent, je sais pas, chemin de vie, ou juste, voilà, évolution. Et je crois que le fait de se mettre dans une démarche active de remise en question, d'évolution, de lien à soi d'abord, et puis qui va transformer le lien aux autres forcément. Je crois que ça c'est quelque chose souvent qui a un bon endroit d'où commencer, qui est un chemin qui sera jamais terminé, mais qui est un bon endroit d'où commencer. Donc voilà. Après, chacun là-dessus peut trouver, je pense, les méthodes ou les outils, même si souvent c'est pas vraiment des outils, c'est plus des postures, des courants qui sont philosophiques, qui peuvent être religieux, pourquoi pas, et qui vont les amener dans tous ces questionnements et dans leur développement intérieur. Moi, la communication non violente, ça m'a beaucoup parlé là-dessus, parce que je sais que je suis pas trop ésotérisme, tout ça. Maintenant, voilà, il y a des gens qui trouvent beaucoup plus ça dans le bouddhisme, la méditation, d'autres religions. C'est vraiment extrêmement varié. Je crois qu'il y a un gros truc autour de ça, en tout cas, qui est de l'ordre de ce lien à soi et ce développement intérieur. Ensuite, après, il y a des choses qui relèvent plus de pratiques et d'outils qui sont utiles pour fonctionner en collectif. Et là-dessus, bah voilà, tous les outils de gouvernance partagée, notamment ceux qui ont été développés par l'Université du Nou. On fait un MOOC, l'Université du Nou, ils font plein de formations et tout ça. Sont très inspirants, nous en tout cas, on les a beaucoup utilisés et adaptés un petit peu au sein de l'association Amo Léger. Il y a aussi des livres sur la gouvernance partagée, l'holacratie, comme voilà, par exemple un livre qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, qui moi m'avait pas mal inspiré à l'époque. Et puis surtout, je pense, en tout cas moi je sais que ce qui m'a toujours guidé et fait avancer, c'est des rencontres, c'est des visites, c'est des expériences, c'est le fait de voir des gens qui vivent ce mode de vie depuis 10, 20 ans et qui ont l'air heureux et qui m'inspirent, et de me dire ah ouais, en fait j'ai envie de ressembler à ces gens-là. Alors que quand je voyais des banquiers ou des consultants qui avaient 20 ans d'expérience, je me suis rarement dit j'ai envie de ressembler à ces gens-là. Donc voilà, je crois qu'après c'est très personnel, mais que ce côté rencontre et expérience vécue a toujours joué beaucoup pour moi. Je te remercie beaucoup, Xavier, pour ton témoignage, tes explications. Et je te souhaite vraiment bon courage pour la suite et bravo pour ce que tu fais avec les hameaux légers. Avec plaisir, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez!